Salutez mon ami, c'est Jesse Baggy et bienvenue sur One Piece Révélation. Juste une parenthèse mon ami, je tiens à me faire pardonner parce qu'il y a des travaux autour de chez moi. Donc si tu entends des bruits de fond, sache que c'est hors de mon contrôle. On se retrouve pour l'analyse complète du chapitre 1043 de One Piece. Mais quel incroyable chapitre! Tu t'en es sans doute aperçu mon ami, mais nous vivons là, probablement le moment le plus important de One Piece. Parce que Oda nous plonge littéralement dans un nouvel univers. Comme je l'avais déjà dit au chapitre 1037, Oda nous oblige à lire son œuvre différemment depuis l'apparition de la faucheuse qui était certainement là pour transcender Zoro. Alors que l'auteur nous remet un couvercle supplémentaire, semblable au chapitre 1037, il nous décrit un Luffy en train de s'éveiller vers une nouvelle forme de conscience. Mon ami, avant d'évoquer ce qui est en train d'arriver à Luffy, on va reprendre ensemble le chapitre 1043 depuis son début. Mais si tu veux directement connaître mon analyse sur ce qui arrive à Luffy, va directement te diriger vers la 9e minute et la 15e seconde de cette vidéo. Depuis de nombreuses semaines, la première page s'oriente naturellement vers les mini-aventures du Germa 66. Et je serai très bref à ce sujet, puisqu'il ne se passe vraiment pas grand-chose d'intéressant. Nous voyons simplement Oven et Brûlé débarquer sur l'île de Whole Cake Island. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous savez ce que je pense de cette mini-aventure. Selon moi, Pudding va aider Niji et Yunji à s'échapper des griffes de leur ravisseur. Si elle fait cela, c'est tout simplement et uniquement par amour pour Sanji. Et je pense également que nous aurons bientôt l'histoire complète du Germa 66. Sans transition aucune mon ami, nous allons revenir ensemble au chapitre 1043 de One Piece et reprendre la fin du combat entre Kaido et Luffy. Le chapitre commence là où s'est terminé le chapitre 1042. Ça veut dire que Kaido est en train de mettre son terrible coup de Kanabo avec sa technique du Remi Hake sur Luffy, pendant que le boss du Cypher Pool agrippe Luffy afin qu'il ne puisse esquiver le terrible coup de l'empereur. Comme je te l'ai déjà évoqué la semaine dernière lors de mon analyse du chapitre 1042, il était évident que Luffy allait perdre ce combat, puisque ce dernier était à bout de force. Il était arrivé au bout d'un cycle, que ce soit physiquement et techniquement, et que pour vaincre Kaido, il lui faudrait une évolution supplémentaire. D'ailleurs, Oda nous a bien démontré dans son schéma narratif du chapitre 1042 que notre Mugiwara était à bout de force, notamment lorsque Luffy a dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps, ou alors qu'il ne lui restait qu'une dernière attaque, et que si celle-ci échouait, alors il serait vaincu. D'ailleurs, notre Mugiwara se forçait même à retenir la fumée en mettant la main devant sa bouche pour ne pas que son JR 4 ne se désactive, et que si celui-ci disparaissait, alors il était fini. De ce fait, tu te rends compte que le schéma narratif n'a eu de cesse de nous rappeler que Luffy était sur le point de tomber sans même l'intervention du CP0. Et si nous devions comparer le combat de Luffy et de Kaido, souviens-toi qu'au chapitre 1042, Kaido était en pleine montée en puissance. Il prenait tellement de plaisir à combattre Luffy qu'il s'amusait même à copier les techniques de Luffy. Et pour renforcer ce que je dis, souviens-toi que notre empereur a activé pour la première fois le mode vision du futur à l'aide de son haki de l'observation. Cela démontre bien que l'empereur était en pleine montée en puissance, puisqu'il n'a pas dévoilé toutes ses techniques et qu'il lui reste encore sans doute de nombreuses cartes à jouer. Pour conclure mon analyse, ce schéma narratif nous a bien démontré que Luffy n'avait aucune chance de gagner contre Kaido. Et que même sans l'intervention du CP0, Oda voulait nous dire que Luffy allait perdre. Une nouvelle fois, revenons au chapitre 1043. Alors que nous voyons Kaido mettre son coup de Kanabo à Luffy, il apparaît dans une case que le boss du CP0 semble vraiment insatisfait de ce qu'il vient de faire. Son visage semble même être rempli de honte, parce qu'il est entièrement conscient qu'il vient de commettre l'irréparable. Et cela semble être logique compte tenu de ce qu'on a pu voir lors du chapitre 1042 de One Piece. Le boss du CP0 semblait jalouser X-Drake d'avoir le courage d'agir selon sa propre justice. Cela démontre bien qu'il aurait voulu être comme X-Drake, être libre d'agir selon ses propres émotions. D'ailleurs, lorsque l'agent du CP0 a chopé Luffy pour que Luffy se fasse frapper par Kaido, l'auteur a écrit que les émotions étaient partagées. Elles sont partagées par le fait d'être satisfait d'avoir accompli la mission qui lui a été demandée par le Gorosei,
et le fait d'être choqué, voire triste, pour avoir entraîné la mort de manière injustifiée de Luffy. Je souhaiterais revenir sur les images que nous voyons, notamment celle où Luffy tombe au sol après s'être pris le Remi Hake de Kaido. Alors qu'il est allongé sur le dos, nous distinguons officiellement un objet noir sortir de la bouche du Mugiwara. Cet objet est expulsé vers le ciel. L'empereur lève la tête au ciel pour regarder cet étrange objet. Je me demande si cet objet n'est pas au final la voix de Luffy, la voix que Momonosuke est en train d'entendre à ce moment-là. Même Kaido est en train de l'observer. C'est comme si que la voix de Luffy était en train de disparaître. Lorsque Luffy a expulsé son dernier souffle avec cet étrange objet noir, on observe bien sur les cases qu'il y a un son qui apparaît à ce moment-là. Donc au début, j'étais persuadé que c'était lié au fait que Luffy fait échapper de sa bouche les dernières fumées qui lui restent, ses dernières respirations en soi. Mais ce son semble être également entendu par le membre du CP0 avec les fleurs autour du cou. J'ai même l'impression que celui-ci se trouve sur Wano Kuni. Revenons sur le toit d'Onigashima. Alors que un silence solennel entoure Luffy, Kaido vient le briser en demandant à l'agent du Cypher Pool s'il était conscient de ce qu'il venait de commettre. Alors, selon mon analyse, il est évident qu'il est conscient de ce qu'il vient de commettre, puisqu'on le voit bien debout devant le corps de Luffy. Il est en train de baisser son chapeau à l'aide de sa main en guise de salut envers notre Mugiwara. Si ce type était vraiment un salaud, il aurait actuellement essayé de se défendre et de se battre contre Kaido pour sa survie. Mais au contraire, il semble accepter son sort et s'en remet au courroux de l'empereur. C'est alors qu'il accuse sans broncher le terrible coup de Kanabo de Kaido. Le coup est si puissant que le toit d'Onigashima a volé en éclats. Pour revenir au boss du CP0, on peut effectivement avoir une autre lecture, une autre vision de ce qui vient de se passer. Évidemment, on ne retire pas le fait qu'il regrette son acte, qu'il regrette d'avoir mis Luffy en danger et d'avoir provoqué sa mort. Mais il est possible qu'il se soit laissé tuer par Kaido parce qu'il a été mortellement blessé par X-Drake et qu'il a profité de la présence de Kaido pour abréger ses souffrances. Pour revenir sur le chapitre 1043, comme je vous l'ai expliqué, on y voit Kaido détruire le toit d'Onigashima en frappant le boss du CP0, occasionnant une ouverture du toit. On y voit Kaido en forme dragon descendre à travers les étages et annoncer la mort de Luffy. Alors que cette annonce est vécue comme un terrible choc pour les Mugiwara et ses alliés, à contrario, cette annonce rebooste les troupes de Kaido. Ils semblent être surmotivés à nouveau à combattre les alliés de Luffy. Nous voyons donc X-Drake et Law essayer de se remettre sur pied pour combattre Kaido. Nous voyons également Nami en pleurs ne pas accepter ou ne pas croire ce que vient de dire Kaido et que ce dernier tente de la tuer avec un Ball Burst. Mais celle-ci est miraculeusement sauvée par Marco. Dans une autre case, nous voyons Kawamatsu demander aux samouraïs d'évacuer au plus vite les lieux car le château est en flammes et qu'il n'y a aucune raison et aucune gloire de mourir vif. Pour revenir à Kaido, après avoir annoncé la mort de Luffy à travers tout le château, celui-ci a commencé à entamer un discours de désespoir aux samouraïs, leur expliquant que quoi qu'il advienne, ils seraient des esclaves et que s'ils mouraient, ils pourraient les remplacer facilement. Tu constates qu'ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. D'un côté, si Momonosuke ne baisse pas les armes, ils allaient mourir tous sur Onigashima. Mais quoi qu'il arrive, ils seraient esclaves sur Wano Kuni. Par ailleurs, nous voyons Momonosuke à l'extérieur d'Onigashima en train de parler à Yamato. Pris de frayeur, Momonosuke explique à Yamato qu'il n'était pas possible de battre Kaido puisque celui-ci venait de vaincre Luffy. Qu'il valait mieux abandonner et baisser les armes pour que aucun samouraï ne meure sur Onigashima. C'est alors que Yamato explique le contraire, qu'il valait mieux se battre plutôt que de mourir en tant qu'esclave. Comme tu l'as remarqué mon ami, je t'ai fait un bref résumé de ce qui s'est passé à l'intérieur d'Onigashima. Parce que je préfère me concentrer sur la fin du chapitre. Dans cette fin de chapitre, nous voyons dans les cases un aperçu global d'Onigashima, dans lequel nous y voyons une sorte de son qui est dessiné par l'auteur. Ce même son que l'on a aperçu sur les toutes premières cases du chapitre lorsque Luffy est tombé sur le dos après le coup de Kanabo de Kaido. Nous voyons donc ce son s'éloigner peu à peu d'Onigashima pour atteindre les oreilles de Zunesha.
C'est alors que Zunisha interpelle Momonosuke pour lui dire qu'il entend les tambours résonner à travers ses oreilles. Et que ces tambours, il ne les avait pas entendus depuis 800 ans. Et ces tambours annoncent l'arrivée de Joy Boy. Et c'est à ce moment-là que nous avons une image de Luffy possédant un grand sourire et un chapeau de paille sur la tête en forme pâteuse. Comme si que son chapeau de paille était en train de se liquéfier. Mon ami, la première question que je me pose, c'est de savoir comment son chapeau de paille est arrivé sur sa tête alors qu'il était sur son dos lorsque Luffy s'est fait coucher par Kaido. La seconde question, c'est de savoir si c'est Joy Boy qui apparaît ou si c'est Luffy qui renaît de ses cendres. Et une chose qui me fait réfléchir, c'est le fait d'avoir vu Im-sama avec un chapeau de paille. Donc je me demande si le chapeau de paille qui se trouve à Marie-Joise n'est pas indirectement ou directement lié au chapeau de paille qui est posé sur la tête de Luffy. Je pense donc que le chapeau qui se trouve à Marie-Joise est un indicateur de l'arrivée de Joy Boy sur Terre. Et c'est alors que je réalise que les Tenryubito étaient un petit peu en avance sur l'arrivée de Joy Boy. Ils étaient déjà au courant qu'il allait bientôt ressurgir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement mondial s'est mis en action il y a peu de temps. D'ailleurs, Barbe Noire avait deviné la même chose, puisqu'il a dit qu'il était temps pour lui aussi de se mettre en action parce que le gouvernement avait fait de même. C'est alors que je comprends mieux pourquoi je disais de pas mal de chapitres qu'entre Barbe Noire et que le gouvernement mondial, il y avait un sprint final sur le One Piece. Il y avait un événement qui fait que tout s'accélère. Et maintenant, je comprends mieux que c'est lié à l'arrivée de Joy Boy. Ces mêmes tambours qui ont éveillé Joy Boy vont parcourir et traverser la Terre pour faire ressurgir la famille d'Édé qui est cachée quelque part dans ce monde. Au final, ces coups de tambour feront revenir la famille d'Édé disparue. Ce qui est juste incroyable, c'est que même Doflamingo, qui est un ancien Tenryubito, était au courant que l'Édé était sur le point de revenir. Comme je vous l'explique, mes amis, on arrive là au sprint final. On arrive quasiment à la fin de One Piece. Il va y avoir certainement 150 ou 200 chapitres, voire 250 chapitres maximum. Comme je me tue à dire, vu la direction que prend l'œuvre, il n'y aura certainement pas, voire quasiment pas, d'arc Elbaf. La seule chose à laquelle on pourra assister, c'est le passage d'île en île, des passages vraiment très courts, très brefs. On ira certainement sur Elbaf, mais ça ne durera que quelques chapitres. Et il n'y aura pas d'arc entièrement dédié à cela. Parce que là, on se retrouve vers la dernière grande guerre et vers le One Piece. Mon ami, je souhaiterais également revenir sur un événement qui a eu lieu au chapitre 1037 de One Piece. Nous avons pu assister à la naissance d'un nouveau personnage, d'un nouveau type de personnage. Un type de personnage que nous n'avons jamais vu dans cette œuvre. C'est l'apparition de la faucheuse. Comme je vous l'avais expliqué lors de l'apparition de la faucheuse, je vous avais dit que nous allons probablement assister à l'apparition du plus grand ennemi que Luffy n'ait jamais eu à combattre. Ce même ennemi annoncé par Oda lors du festival Jump de 2018. Moi je pense qu'il n'y a tout simplement pas de hasard entre l'arrivée de Zunisha et l'arrivée sur le même chapitre de la faucheuse. Les deux sont tout simplement arrivés pour Joy Boy. L'un pour l'aider et l'autre pour le combattre. Selon moi, la faucheuse c'est la représentation du plus grand ennemi que Luffy aura à combattre. Cette fameuse légende venue du passé, tant annoncée par Oda. Comme je vous l'ai expliqué, il faut aujourd'hui avoir une nouvelle vision de l'œuvre. Parce qu'il se passe des choses transcendantales, des choses mystiques. Puisque lorsque tu analyses l'arrivée de Joy Boy avec les tambours qui annoncent son arrivée, tu te rends compte que cela fait plus ou moins référence à ce qui est écrit dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Bible juive. Dans la Bible juive, il est écrit qu'il y aura un son qui traversera le ciel. C'est une musique venant du chauffard. Le chauffard, c'est une corne de bélier, me semble. Que lorsqu'on souffle dedans, ça fait comme le son d'une trompette. Et que ce son traversera la terre, traversera tout le ciel pour annoncer la venue du Messie. Ce qui se passe là actuellement dans One Piece, à travers les coups de tambour, c'est exactement la même chose. Oda a retranscrit Joy Boy en tant que Messie. Il y a une autre similitude avec l'Ancien Testament, donc la Torah, qui est la résurrection des morts. Au moment où le Messie apparaîtra, les morts ressurgiront pour revenir sur Terre. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement
avec la résurrection de Joy Boy en Luffy. C'est pour ça que je considère cette nouvelle forme de conscience de Luffy comme étant une chose mystique. Alors que la grâce de Joy Boy a atteint Luffy, la faucheuse, quant à elle, a atteint Zoro. De la même manière qu'il y a une sorte de réincarnation de Joy Boy en Luffy, je pense que la faucheuse est la réincarnation de cette légende du passé qui va rentrer en Zoro. Laisse-moi t'expliquer les raisons pour lesquelles je pense ça. Souviens-toi que Zoro et Luffy se sont déjà affrontés. L'un comme l'autre ont déjà évoqué le fait qu'ils aimeraient savoir qui est le plus fort entre les deux. Zoro a déjà évoqué plusieurs fois le fait que quoi qu'il arrive, avec ou sans Luffy, il serait le meilleur sabreur. Donc il n'a pas techniquement besoin de Luffy pour arriver au bout de ses rêves. Et que si Luffy n'était pas à la hauteur de ses ambitions, il n'aurait alors aucun remords et aucun scrupule à quitter les Mugiwara. D'ailleurs, Zoro, à de nombreuses reprises, a eu des réflexions désobligeantes envers Luffy, notamment la fois dans laquelle Luffy a pu enclencher son Haki des rois pour anéantir les 100 000 hommes poissons qui se trouvaient sur l'immense place centrale. Zoro a clairement dit que si Luffy n'était pas capable d'enclencher le Haki des rois, alors il ne mériterait pas d'être son capitaine. On a pu également assister à cette dualité entre Zoro et Luffy lorsqu'ils ont appris que Sanji avait abandonné les Mugiwara pour se rendre sur Whole Cake Island. Donc tous ces événements sont sans doute évocateurs d'un prochain duel entre Zoro et Luffy. Et par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a un élément supplémentaire qu'il ne faut pas oublier. Oda a annoncé que le pire ennemi de Luffy serait Born, tout comme l'est actuellement Zoro. Et qu'on assistera probablement à Luffy qui va combattre Zoro, mais qui sont en réalité la réincarnation de la faucheuse et l'autre de Joy Boy. Comme vous le savez mes amis, je suis en train de préparer ma théorie sur Zunisha, Joy Boy depuis plusieurs semaines maintenant. Au fur et à mesure des chapitres, je vous dévoile un peu plus ma théorie, mais c'est pas grave, vu que ça a des liens avec ce qu'on vit actuellement. Il y a une chose à laquelle je pense, c'est le trésor sacré de Marie-Joise. Lorsque tu analyses le mot Marie-Joise, dans Marie-Joise, il y a le mot joie. Encore une fois, il y a cet élément qui annonce quelque chose de joyeux. Lorsque tu évoques le mot Joy Boy, une nouvelle fois, cela évoque quelque chose de joyeux. Et quand on parle de Lojtel, l'île sur laquelle se trouve le One Piece, Lojtel évoque également la joie, vu que ça veut dire sourire, rigoler. Et qu'au final, Lojtel correspondrait à Nika. Donc au final, dans ma théorie, je pensais que le trésor caché de Marie-Joise allait de pair avec le fameux One Piece. Et que l'un n'allait pas sans l'autre. Puisqu'au final, le One Piece veut dire un morceau, une seule pièce. Et que si tu réunis le trésor sacré de Marie-Joise et le One Piece, ça représenterait le plus gros trésor qui existe sur Terre. En gros, c'est ça le réel One Piece. C'est ça la vraie pièce. Une fois que tu les as réunis, cela représente au final le One Piece. Une seule pièce. C'est ce que j'étais en train d'expliquer dans ma théorie concernant Zunisha, Joy Boy, etc. Mais aujourd'hui, avec l'apparition de l'image concernant Joy Boy, avec son chapeau, qui est en train de se fluidifier, on comprend donc que le chapeau de paille est en lien direct avec Joy Boy. Et qu'en parallèle, il existe également un chapeau qui se trouve sur Marie-Joise. Et comme par hasard, le nom de Marie-Joise évoque également la joie, tout comme Joy Boy et son chapeau. Donc, dans tous les cas de figure, il y a un lien forcé entre Marie-Joise, le One Piece et certainement le chapeau de Luffy. Et si tu as suivi mes anciennes théories que j'ai balancé lors du chapitre 1041, lors du chapitre 1042, concernant Zunisha, disant que Zunisha est un transporteur d'îles, un destructeur de continents ou un constructeur de continents, et que Momonosuke, quant à lui, était lui aussi un transporteur de continents et d'îles, puisqu'aujourd'hui, avec son pouvoir de fruit du démon, du dragon, il est capable de déplacer les îles. Comme je te le disais, ses pouvoirs sont extrêmement précieux. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement mondial a copié le fruit du démon du dragon depuis Kaido pour que Momonosuke le récupère de manière par hasard. Donc pour moi, ce fruit du démon est une pièce maîtresse, voire stratégique, pour les enjeux qui se jouent sur Terre. Et comme je te l'ai expliqué lors de mes anciennes théories, pour unifier tous les océans afin que le All Blue existe, il faille détruire Marie-Joise. Et qui est capable de soulever Marie-Joise? C'est soit Zunisha, soit Momonosuke. Si tu enlèves cette montagne, tu prendras conscience que toutes les mers et que tous les océans seront connectés. Et alors, c'est à ce moment-là que All Blue fera son apparition. Maintenant que Joy Boy est de retour, Zunisha va pouvoir recevoir sa mission. Et je pense qu'il va défendre coûte que coûte ces fameux tambours. Parce que sans ces tambours, la famille d'Ede ne pourra pas revenir.
C'est la raison pour laquelle Wano Kuni est si précieux. On peut également imaginer que ces tambours sont la troisième arme antique. Puisque, encore une fois, dans la religion juive, lorsque les juifs sont sortis d'Égypte après 400 ans d'esclavage, ils sont entrés en terre de Canaan pour la conquérir. Et selon la Torah, ils ont réussi à conquérir certaines villes en les détruisant sans combattre. Ils ont détruit les armées de ces villes ainsi que les villes uniquement en produisant un son à l'aide des cornes de bélier lorsqu'on souffle dedans. Ces cornes de bélier s'apparenteraient aux trompettes. Il y a autre chose que j'aimerais soulever et que j'ai évoqué il y a de nombreuses années dans mes théories que vous pouvez voir sur Twitter. Je disais tout simplement que Oden et que Roger savaient ce qu'il allait arriver 20 ans plus tard. De la même manière que le professeur d'Ohara avait découvert qu'en lisant les poneglyphes, que la fameuse famille d'Édé savait ce que l'avenir leur réservait. Et c'est pour cette raison qu'ils ont demandé au clan Kuzuki d'écrire les poneglyphes. Au final, le futur était prédit il y a déjà plusieurs siècles. D'ailleurs, même les Tenryobito connaissent le futur, puisque même Doflamingo a prédit que la famille d'Édé allait ressurgir. Et comme nous le voyons depuis le début de l'histoire de One Piece, le gouvernement fait en sorte que la prophétie ne se réalise pas, ce qui veut dire qu'ils sont au courant de ce qui risque de se passer. Donc ils mettent tout en place pour que les prédictions ne se réalisent pas. Et d'ailleurs, avant même l'arrivée de Zunisha ou avant même l'arrivée de Joy Boy sur Onigashima et sur Wano Kuni, le gouvernement mondial était déjà aux portes de Wano. Et comme l'a dit Barbe Noire, le gouvernement s'est mis en action. Car ils savent que la fin est proche. Ils le savent depuis que Im-sama a visité le chapeau de paille qui se trouve à Marie-Joise. D'ailleurs, dans l'une de mes théories sur Shanks le Roux et sur l'équipage de Goldie Roger, j'avais évoqué le fait que ce n'était pas un hasard si Luffy a rencontré tout au long de sa vie des membres de l'équipage de Goldie Roger. Au débarrage, c'est Shanks le Roux qui a croisé en premier le chemin de Luffy en lui transmettant son chapeau de paille. C'est à ce moment-là qu'est née en Luffy cette envie d'être libre et de parcourir le monde. Le deuxième membre qui était hyper important au sein de l'équipage de Roger que Luffy a croisé, c'est Crocus. Et il a croisé où? À l'entrée de Grand Line. Et plus précisément sur le cap des jumeaux. Et comme le hasard n'existe pas, Crocus lui a transmis un Log-Pose, tout comme Shanks a transmis le chapeau de paille. Puis, le troisième membre d'équipage hyper important que Luffy a croisé sur sa route, c'est à la fin de Grand Line, avant de rentrer dans la dernière partie du Shinsekai. Il s'agit donc de Silver Riley. Et ce dernier lui a transmis le revêtement à mettre sur le bateau pour qu'il puisse traverser Red Line. Et à chaque fois que l'un de ces personnages a croisé la route de Luffy, ils ont tous eu la même réaction. Ils ont dit qu'il ressemblait à Gold Roger. Et le dernier point que j'aimerais soulever, c'est lorsque Roger a découvert le One Piece. La première réaction qu'il a eue, c'était de rire. Alors moi, je suppose tout simplement que lorsqu'il a découvert le One Piece, c'est Joy Boy qui est intervenu en Gold Roger. C'est la raison pour laquelle Gold Roger a renommé l'île Lothstel. Je voudrais également faire une petite parenthèse sur le fait que Joy Boy soit probablement lui-même une arme antique. Et je voudrais également ouvrir une seconde parenthèse pour évoquer le fait qu'à l'époque, Joy Boy a été trahi par Zunisha. Je suppose que les deux ont dû s'affronter. En tout cas, il y a eu un gros désaccord. De la même manière que là, je vois, en ce qui concerne Zoro et Luffy, qu'en quelque sorte, Zoro va trahir Luffy parce qu'il est, entre guillemets, possédé par la faucheuse. Cela démontre une nouvelle fois que l'histoire se répète. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, mes amis, parce que sinon la vidéo pourrait durer 1h30. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a ma grosse théorie sur Joy Boy, sur Zunisha qui va pas tarder à arriver. Et elle fera à peu près une quarantaine de minutes.